Bonjour à tous, bienvenue au webinaire des rendez-vous de l'ANR et on va vous présenter aujourd'hui celui qui est consacré aux actions tournées vers l'Europe et l'international. On va commencer par se présenter, nous sommes 4 intervenants. Je suis donc Dominique Dunon-Buteau, directeur des opérations scientifiques. Honorata Plemiska, responsable de la coordination des actions bilatérales de l'ANR. Bonjour, Delphine Calu, je suis responsable de la coordination sur 3 programmes de financement ANR qui sont là pour inciter les chercheurs à déposer des projets en réponse à des appels européens ou internationaux. Et Pierre-Olivier Pin, responsable des actions multilatérales. Bien, donc maintenant on va passer donc à la présentation PowerPoint et puis bien sûr vous posez vos questions dans le chat et on essaiera d'y répondre probablement par grande partie. Donc la première partie, c'est une partie d'introduction pour vous remettre un petit peu dans l'esprit des rendez-vous de l'ANR avec 2 grands blocs de webinaires, d'actions. À gauche, donc tout savoir sur les appels à projets de l'ANR 2025 qui a déjà eu lieu et qui est déjà disponible en ligne. Et puis ensuite, des webinaires spécifiques ou dédiés à des thématiques données, organisés par les départements scientifiques. Il y a des vidéos disponibles et des webinaires de questions-réponses. Certains ont déjà eu lieu, d'autres sont encore à venir. Là aussi, on vous conseille de vous reporter vers ces webinaires quand c'est nécessaire. Et puis à droite, donc une offre de webinaires thématiques. Ces webinaires concernent d'une part les appels spécifiques et vous voyez l'Europe à l'international en rouge, c'est celui qui a lieu aujourd'hui, mais vous voyez qu'il y en a plein d'autres, partenariats public-privé, appels financés par l'AID. En beige, vous avez culture scientifique, technique, industrielle, parce que ce webinaire-là, comme celui sur les accords de consortium plus bas, auront lieu au cours de l'année, un peu plus tard dans l'année, pas au mois de septembre, comme traditionnellement pour les autres webinaires des rendez-vous de l'ANR. Il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer, simplement merci de vous reporter à ce programme suivant les questions que vous vous posez. Un rappel très rapide, je ne vais pas décrire toute la diapositive pour rappeler les missions de l'ANR et de leur mise en œuvre. Le cycle à droite, on va juste décrire le cycle à droite, classique de l'activité de l'ANR. 4 grandes étapes. Premièrement, la programmation qui est réalisée, à laquelle on contribue, mais qui est réalisée avec notre tutelle de ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et cette programmation donc, est arrêtée. Ce n'est pas nous qui avons la main sur la définition de la programmation. Elle est arrêtée par le ministère, notre tutelle. Par contre, les étapes qui suivent, eh bien, elles sont réalisées en toute autonomie par l'agence. Premièrement, la sélection, c'est-à-dire l'écriture des appels à projets, l'évaluation, la réalisation de la sélection. Ensuite, la réalisation donc, de ces projets, le conventionnement des projets, le suivi des projets. Et enfin, l'évaluation ex post, ce qui a été produit par ces projets, les impacts qu'ils peuvent avoir à plus long terme. Et ces évaluations ex post nourrissent la réflexion pour pouvoir préparer la programmation avec les différentes instances concernées, que ce soit la tutelle, mais également des représentants des organismes de recherche, des universités, des établissements de recherche. Donc voilà en gros le mode de fonctionnement de l'agence. Nos actions sont encadrées par un cadre général de principes, donc les chartes de déontologie d'intégrité scientifique, révisées en 2018. Il y a un document unique qui vient de sortir en 2024, l'évaluation par les pairs, un plan d'action égalité, une politique de sciences ouvertes qui est très développée à l'agence, des engagements plus avec des sigles DORA, la déclaration de San Francisco, pour éviter d'utiliser de façon abusive la bibliométrie, la CSTI, la diffusion de la culture scientifique, technique et de l'innovation et de l'industrie qui est absolument dans nos missions, la protection du patrimoine scientifique et technique que l'on assure à travers l'analyse des projets de recherche qui vont être réalisés, et puis les engagements également vers les objectifs du développement durable. Tout cela a pour but de promouvoir un cadre favorable à la conduite de recherche intègre et responsable et de renforcer le lien de confiance entre science et société. Alors, les appels à projets du plan d'action 2025, l'appel à projets générique et non prescriptif, les projets collaboratifs PRC, donc plus 5 instruments, les PRC, les projets de recherche collaboratifs, qui peuvent dans certains cas associer des entreprises qui viennent donc des PRCE, ou en collaboration internationale PRCI, en rouge parce qu'on va traiter de cet instrument
cet après-midi. Des projets mono-équipe, des projets JC, jeunes chercheurs. Alors, 56 comités d'évaluation scientifique, c'était en 2024. En fait, aujourd'hui, il y en a un 57e. Je vous renvoie aux autres webinaires pour pouvoir voir la différence. Le 57e, c'est un comité en physique qui s'ajoute à ce qui existe actuellement. Une sélection à 2 temps, comme ça a toujours été pour l'appel à projet générique. Ensuite, on a des appels spécifiques qui sont ciblés, centrés soit sur le partenariat public-privé. Il y aura un webinaire en fin de semaine sur ce domaine. Ensuite, un webinaire, donc des appels tournés vers l'Europe et l'international, évidemment, qui sont concernés par ce présent webinaire. Il y a d'autres appels, challenge, flash, appels dédiés dans ce plan d'action. Ça dépend des actualités et des urgences, dans certains cas, des projets, des appels concrets en urgence. Et puis, depuis la mise en place de la LPR, 1% du budget de l'agence doit être dédié à la culture scientifique, et donc on a des appels dans le domaine science avec et pour la société. En ce qui concerne les résultats de 2023, la dernière année pour laquelle on a des résultats complets, consolidés, voici la répartition budgétaire suivant les différents types d'actions. On ne va pas décrire l'ensemble de la slide. Ce qui va nous intéresser, c'est les actions internationales dans le sommet du camembert. Vous voyez que les actions internationales, ça correspond à 12% du budget. Donc d'un côté, on a les projets de recherche collaboratifs bilatéraux à l'international en saumon qui appartiennent à la APG, qui font 5% de ce budget. Et puis à gauche, en rose, vous avez tout ce qui concerne l'Europe et l'international, c'est-à-dire tout ce qui est bilatéral et multilatéral, appel spécifique, et puis le multilatéral. Et il manque une partie du budget qui est dans les appels spécifiques, qui correspond à tout ce qui est attractivité de la France pour l'Europe, qu'on va vous présenter, ce qui relève du plan PAF, je vais revenir là-dessus. Donc ça, c'est en budget. Si maintenant on représente le même camembert, mais cette fois-ci en nombre de projets, s'aperçoit qu'en fait, les projets internationaux correspondent à 20% des projets financés par l'ANR. Alors, une des raisons pour lesquelles il y a une augmentation de la part de marché, entre guillemets, entre la répartition budgétaire et la répartition des projets, c'est que sur les projets internationaux, l'ANR ne finance que les équipes françaises. Quand vous avez un projet de recherche collaboratif à la APG, eh bien, on va financer tous les partenaires. Là, on ne finance en particulier pour les multilatéraux, mais c'est vrai pour les PRCI, etc. Ça fait un nombre de projets plus important. Donc, une part non négligeable des projets financés par l'ANR sont internationaux. L'évolution donc de l'appel à projet générique et du plan d'action entre 2014 et 2023, vous avez ici l'évolution du taux de succès depuis 2014 jusqu'à 2023. On passe de 9,7% à 24,3% en 2023. Et on a un saut important entre 2020 et 2021 qui correspond à la mise en place de la loi de la LPR, la loi de la programmation de la recherche. Et en plus, il y avait un plan de relance qui était associé pour permettre d'avoir une augmentation notable dès l'année 2021. Donc, on a une augmentation importante du taux de succès. Ce que vous avez tout en bas, c'est en dehors de la APG, sur l'ensemble du plan d'action, l'évolution du taux de succès. Vous voyez qu'en général, c'est légèrement supérieur à ce que l'on a pour la APG. Et je l'ai indiqué parce que, évidemment, une grande partie des projets qu'on va traiter aujourd'hui, des appels qu'on va traiter aujourd'hui sont hors APG. Il y a la APG, mais il y a plein d'appels en dehors. Donc voilà où on en est. Alors, qu'en est-il pour 2024 ? Pour 2024, on espère être, normalement, nous devrions être dans des résultats, des taux de succès à peu près équivalents à ce qu'on a eu en 2023. Si vous vous posez la question, que va-t-il se passer l'année prochaine ? Eh bien, je pense que vous suivez vous-même tous les informations et vous êtes bien conscients, je pense que nous ne savons pas très bien où nous allons. Il y a un projet de budget, il y a des problèmes de déficit budgétaire importants pour l'État et donc on n'a pas de certitude actuellement. Ce qu'on espère, ce qu'on souhaiterait, c'est d'être à peu près dans les mêmes types de résultats que les années 2022-2023. C'est notre souhait, on verra ce qu'on pourra faire, mais à ce stade, on n'a aucune certitude. Il va falloir qu'on voit. De toute façon, j'ai peur que tous les ministères soient touchés par ces évolutions budgétaires.
Alors maintenant, le contenu des appels qu'on va traiter, donc aujourd'hui, donc les appels tournés vers l'Europe et l'international. Premièrement, donc l'ANR soutient la participation de chercheurs français au projet européen, dont l'ERC, ce qu'on appelle les mesures PAF du MESRI, mais il y en a d'autres, il n'y a pas que l'ERC. Et donc cette partie-là sera présentée par Delphine Calu. Je ne vous cite pas les instruments puisqu'elle va revenir en détail sur ces différents appels. Et ensuite, le soutien des collaborations ou multilatérales, avec d'une part les appels internationaux bilatéraux et multilatéraux spécifiques qui seront présentés par Pierre-Olivier Pin, et puis l'instrument PRCI au sein de la APG qui sera présenté par Honorata Plevinska. Et vous avez à droite la définition d'un projet transnational à l'ANR. C'est un projet cofinancé au titre d'un accord de coopération signé entre l'ANR et un ou plusieurs autres financeurs internationaux. Ce qui veut dire que le deuxième bullet point, l'ANR soutient les collaborations bi- ou multilatérales, ça correspond à des projets transnationaux, alors que la première partie, la participation de chercheurs français au projet européen dans l'ERC, en fait, ça ne concerne que des équipes françaises. Donc, c'est des équipes françaises qui sont financées. Et donc, c'est pas un projet transnational en tant que tel. C'est un projet qui renforce l'attractivité de l'ANR qui soutient l'attractivité des chercheurs français vers les collaborations internationales. Donc, le schéma est un peu différent. Eh bien, je pense que je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Delphine Calu. Je ne pense pas que cette première partie génère énormément de questions. Donc, on regardera à la fin de la partie de Delphine Calu pour analyser les premières questions que vous avez à poser. Merci Dominique. Donc, je vais vous présenter les appels de l'ANR qui sont prévus pour soutenir la participation des chercheurs français au projet européen. Et je vais commencer par les prestigieux appels de l'ERC et plus précisément en fait sur les appels Starting et Consolidator qui s'adressent aux chercheurs qui sont en début de carrière. C'est-à-dire que l'appel Starting s'adresse à des chercheurs qui ont entre 2 et 7 ans après la thèse. Et l'appel Consolidator s'adresse à des chercheurs qui ont entre 7 et 12 ans après la thèse. À l'ANR, nous avons 2 programmes pour le public qui va aller déposer donc, à ces appels, les Starting et Consolidator. Le programme Access ERC, qui permettra uniquement un accès aux appels Starting, et le programme Tremplin ERC, qui permettra un accès aux appels Starting et Consolidator. Donc, entrons un peu dans les détails. Le programme Access ERC, il faut savoir déjà qu'il n'est ouvert au panel SHS, c'est-à-dire qu'il y a 7 panels à l'ERC qui reçoivent des dossiers SHS en 2023-2024 et à nouveau en 2025, on reste sur ces panels-là et uniquement ces panels-là. L'idée avec ce programme, c'est d'offrir aux lauréats des conditions de recherche et d'encadrement qui seront extrêmement favorables pour que le candidat puisse déposer un projet à l'appel Starting de l'ERC. Alors, concrètement, on va avoir des critères de sélection, en fait, de recevabilité. Ils sont que le candidat doit émarger au sein d'un laboratoire de recherche qui sera aussi l'institution hôte de l'ERC et qui doit être absolument français. Le candidat doit avoir fait preuve de mobilité, c'est-à-dire que soit pendant sa thèse, soit pendant son postdoc, il doit avoir bougé dans un pays étranger en France, donc au moins ce qui est pendant une durée d'au moins 1 an. Et ensuite, la candidature est déposée en fait par un binôme, laboratoire et candidat, et on attend du laboratoire un engagement. L'engagement qu'effectivement, il y aura un superviseur qui va connaître les programmes de l'ERC et qui pourra encadrer ce postdoctorant et l'aider à aller déposer un projet, et le laboratoire devra également offrir un environnement de travail adéquat et favorable pour ce dépôt du projet à l'ERC. En parallèle, on attend du candidat qui s'engage à effectivement déposer un projet à l'ERC Starting au cours des 2 années de son financement Access ERC.
D'un point de vue concret, la deadline du programme Access ERC clôture au mois de janvier pour avoir des résultats à peu près courant mai. On attend des dossiers qui sont d'environ 15 pages, enfin qui sont de 15 pages, pardon, et ces dossiers vont être évalués par un panel ad hoc spécifiquement pour le programme Access ERC. C'est-à-dire que ce panel est composé de deux types de membres de comité, soit des membres qui ont été eux-mêmes jurys à l'ERC, soit des membres qui ont obtenu et donc qui ont été lauréats à l'ERC. Et donc, ils sont les plus à même pour pouvoir juger d'un futur projet ERC. Les lauréats reçoivent 170 kg €, ce qui correspond à un postdoc environnementé, et pour 24 mois. Et donc, pendant ces 24 mois, on attend d'eux qu'ils déposent un projet à l'ERC Starting. Pour vous situer un petit peu, en 2023, on a reçu 147 dossiers. Il y en a eu 33 qui ont été financés. Et en 2024, on a eu à peu près le même nombre de projets déposés et l'ANR en a financé 16. Donc je vous disais qu'avec Access ERC, on incitait des jeunes chercheurs à déposer un projet. Avec Tremplin ERC, on va les soutenir quand ils ont déjà déposé et ils veulent redéposer un dossier à l'ERC, donc cette fois-ci à l'ERC Starting ou à l'ERC Consolidator. L'idée derrière ce financement, c'est qu'on va les aider en fait à contrer les remarques qui leur ont été faites. Généralement, les remarques que les candidats reçoivent de l'ERC et qui sont recalées pour une petite raison, c'est soit qui manque dans leur projet une preuve de concept. Donc, le financement leur permettra de développer cette preuve de concept, ou également de renforcer leur autonomie. Donc là aussi, on a quelques critères de recevabilité. Là également, c'est-à-dire qu'on veut que le chercheur soit affilié à un laboratoire de recherche français, ce laboratoire sera également l'Institut Hôte quand il déposera à l'ERC. Et le critère le plus difficile à atteindre est effectivement que notre candidat doit avoir reçu la note A à la seconde étape de l'appel ERC, du dernier appel ERC. Alors pourquoi je précise? Parce qu'en fait, on a deux appels, un tremplin ERC à destination du programme Starting et un appel ERC à destination du programme de l'appel Consolidator. Dans tous les cas, on demande au candidat de s'engager à redéposer donc un projet à l'ERC Starting ou Consolidator selon son expérience après la thèse, et ceci au cours des 2 années de son financement tremplin ERC. D'un point de vue concret, on suit les calendriers de l'ERC, c'est-à-dire que, je vous disais, il y a un appel tremplin Starting qui va donc s'ouvrir suite au résultat de l'appel ERC Starting. Et il y aura également, et donc du coup, ça va être des appels qui seront autour de août-septembre. Et vous avez un appel destiné pour les candidats du Consolidator qui vont donc s'ouvrir en décembre-janvier pour justement les candidats qui ont reçu un A au dernier appel Consolidator de l'ERC. Dans tous les cas, les projets sont évalués et le résultat est soumis à peu près 1 mois plus tard. À chaque fois, ce sont des dossiers qui sont constitués de 4 pages. L'évaluation est basée sur celle de l'ERC et le financement est dans un peu plus de 100 kg € pour 24 mois de projet. On a fait une étude sur l'impact en fait, de ces programmes. Alors, Access ERC, pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de recul pour avoir vraiment une étude consolidée. Pour ce qui est du programme Tremplin, on a regardé en fait l'effet de ce financement sur la recandidature et sur les chances, le taux de succès de nos lauréats. Alors, si on prend le premier tableau, sur ce qui est de la recandidature, vous voyez que vous avez sur la première ligne des personnes qui ont recandidaté, enfin qui ont eu un A à l'ERC et qui ont recandidaté à l'ERC et qui ont obtenu un financement tremplin ERC. Et on s'aperçoit que 95% d'entre eux ont recandidaté à l'ERC.
Sur la ligne du dessous, vous voyez que ces personnes ont également obtenu un A à l'évaluation de l'ERC, mais qu'elles n'ont pas eu de financement tremplin, et seulement la moitié d'entre eux va recandidater. Et donc, on en a déduit que le financement tremplin ERC permettait aux chercheurs de dégager du temps, de dégager, alors soit directement, soit indirectement par le biais d'un postdoc, de dégager, d'avoir du matériel pour tester leur hypothèse du projet ERC, qui généralement vient en plus de leurs travaux de recherche habituels. Et donc, ça leur donne de la matière pour redéposer à l'ERC. Sur le graphe à droite, sur les taux de succès, vous voyez sur la ligne orange en pointillé les taux de succès des primo-déposants, c'est-à-dire ceux qui déposent pour la première fois à l'ERC, ce taux de succès est d'environ 12%. Vous avez sur la colonne de droite des personnes qui ont redéposé un projet à l'ERC mais qui n'ont pas eu un financement tremplin. Vous voyez, effectivement, c'est ce que défend l'ERC, que le fait de déposer, de redéposer, il y a un apprentissage qui se fait. Et donc, du coup, l'expérience se traduit par un taux de succès meilleur. On a 20% de succès pour ces candidats-là, sachant quand même qu'ils avaient eu un A à l'essai ERC précédent. Et vous avez sur la colonne de gauche des candidats qui avaient eu également donc la note A à l'étape 2 de l'ERC précédent, de leur candidature précédente, qui ont eu un financement tremplin ERC et qui ont recandidaté. Et on s'aperçoit qu'on a 32,4% de taux de succès. Et donc on voit effectivement que, encore une fois, que le financement tremplin aide aussi au niveau du taux de succès à l'ERC. On va passer maintenant aux projets, enfin aux appels qui sont attendus pour des projets avec des réseaux, c'est-à-dire des appels qui demandent qui ont des questions complexes, qui sont généralement multidisciplinaires. Ces appels, donc en fait, on attend des projets déposés par un institut hôte, donc à nouveau qui sera un institut français, et on s'attend à ce qu'effectivement cet organisme, enfin le chercheur qui est dans cet organisme, ait commencé soit à contacter, soit à identifier des compétences dont il aurait besoin pour déposer un projet donc soit européen, soit international. Il faut absolument, pour répondre aux appels ANR, que ces projets, soit européens, soit internationaux, soient identifiés. Et vous avez 2 programmes qui permettent de financer, enfin d'aider au financement du réseau et au montage du projet. Les programmes s'appellent MRSEI pour montage de réseau scientifique européen ou international et SRSEI pour soutien au réseau scientifique européen ou international. Alors, quelle est la différence entre ces 2 programmes ? Dans MRSEI, vous avez en fait tous les appels sont concernés, qu'ils soient à partir du moment où ce sont des appels européens ou internationaux, donc avec un financement autre que la France. Et dans SRSEI, il y a donc toujours cette notion de financement autre que la France qui est européen ou international. Par contre, ce sont forcément des appels qui sont en 2 temps, voire 3 temps. Pour les 2 programmes, toutes les thématiques de recherche sont admises. L'organisme de recherche doit être public ou privé, mais par contre nécessairement français. Dans tous les cas, on va financer un seul partenaire qui sera le futur principal investigateur du projet européen ou international. Et la différence apparaît sur MRSEI où ce sont des financements de 35 kg € pour 24 mois, alors que sur le programme SRSEI, ce sont des financements plus réduits pour une durée aussi plus réduite, donc 17 kg € pour 12 mois. Dans tous les cas, on va avoir des critères de dépenses qui sont assez spécifiques, puisque je vous ai dit, l'idée c'est de financer la mise en réseau de différents partenaires pour monter ce consortium. Et donc, qui dit mise en réseau, ça veut dire rencontre, réunion, et ça veut dire également, on va aider à l'écriture du projet. Donc, vous allez avoir des dépenses qui sont ciblées sur cet objectif-là, à savoir des dépenses qui s'intègrent aux frais généraux non forfaitisés, donc pour tout ce qui est rencontre.
et vous allez avoir des dépenses liées à la prestation de services pour l'aide à l'écriture. Et uniquement pour le programme MRSEI, on autorise du personnel pour aider au montage des projets. Donc, si j'en reviens à ces réseaux, je vous ai dit que c'était forcément porté par un organisme français. Forcément, cet organisme sera aussi le coordinateur du projet européen ou international. Et maintenant, si on regarde quels appels européens ou internationaux sont admissibles, donc si on plus facilement dans les appels européens, vous avez ces appels qui sont divisés en 3 grands piliers. Dans le pilier 1, pour tout ce qui concerne l'excellence, vous avez au sein du Conseil européen de la recherche, vous avez seulement les ERC Synergie qui sont ouverts à un réseau de 2, 3 ou 4 chercheurs. Dans les actions Marie Skłodowska-Curie, vous avez uniquement les Doctoral Networks et les Staff Exchange qui concernent donc pareil un réseau de chercheurs. Et vous avez tous les appels des infrastructures de recherche qui sont attendus avec des réponses également en consortium. Dans le pilier 2, sur les appels plus thématisés, tous les appels qui vont être en recherche, innovation ou recherche-action sont concernés. Et dans le pilier 3, donc Europe plus innovante, vous avez le Conseil européen de l'innovation qui va proposer des appels pour des porteurs académiques. Et plus particulièrement, ce sont les appels Pathfinder qui concernent ces organismes académiques. Donc ce sont les seuls qui sont acceptés dans MRSEI. Pour ce qui est du programme SRSEI, je vous ai dit que c'était forcément des appels donc, européens internationaux, mais surtout en 2 ou 3 temps. Du coup, dans le pilier 1, il nous reste que le RC Synergie qui est en 3 temps. Dans le pilier 2, vous avez, selon la commission fait des appels en 2 temps quand elle l'estime nécessaire. C'est pas dans tous les clusters, c'est selon les besoins. Et dans le pilier 3, il n'y en a aucun, ni en 2 ni en 3 temps. D'un point de vue pratique, pour ce qui est du programme MRSEI, vous avez c'est un appel qui est ouvert en continu, c'est-à-dire que vous pouvez déposer des projets tout au long de l'année. Par contre, on a des sessions où on va récupérer tous ces projets qui sont prêts à être évalués et on en fait 2, 3, voire 4 dans l'année selon les besoins. Bien sûr, c'est défini dans le texte de l'appel à projet. Cette année, on en avait fait 2. C'est en relation, en fonction des appels européens, des deadlines des appels européens. Dans tous les cas, vous avez un dossier à déposer, un document scientifique qui est en 5 grandes parties, avec une partie qui vous allez présenter l'appel européen ou international auquel vous souhaitez déposer. Puisque je vous ai dit, c'était un des points importants. Vous allez présenter votre futur réseau, présenter le coordinateur et les impacts attendus sur le projet du projet européen ou international, et vous allez nous présenter un rétro-planning. Là aussi, nous avons un panel dédié, composé pour moitié de scientifiques et pour moitié de points de contact nationaux qui évaluent les projets. Et les points qui sont regardés très spécifiquement, c'est l'adéquation de votre projet par rapport aux attentes de l'appel européen, la qualité donc, du consortium, du coordinateur et de la planification, pour voir si vous n'avez rien oublié. Et l'impact du projet européen est également attendu, puisque c'est aussi un gros point que la Commission européenne regarde. À l'issue de cette évaluation, vous avez donc un financement de 36 kg € alloué par l'ANR. Et un critère important quand vous déposez le projet, c'est que, comme vous voyez, cette évaluation représente à peu près 3 mois. Et il faudra rajouter à peu près 1 mois pour avoir le financement au laboratoire, ce
qui représente donc un temps minimum entre le moment où vous déposez votre projet à l'ANR et le moment où vous avez l'argent à utiliser avant le dépôt du projet européen. Donc, l'un des critères de recevabilité de votre projet, c'est qu'effectivement, il y a une deadline, il y a au moins 5 mois entre la deadline du projet, enfin la session ANR et la deadline de votre projet européen. Sinon, on n'aura pas le temps d'évaluer le projet et vous n'aurez pas le temps de dépenser l'argent. Autre particularité du programme MRSEI, on a un séminaire d'accompagnement où on invite tous nos lauréats, un maximum de candidats au programme, à la session MRSEI qui vient de s'écouler. Et on invite surtout un maximum de personnes qui vont être là pour vous donner des conseils. Donc les points de contact nationaux sont là, on a d'anciens lauréats de l'Europe, d'anciens évaluateurs de programmes européens pour justement que vous repartiez avec le plus de conseils possible pour réussir le mieux possible votre projet européen. Le programme SRSEI a un fonctionnement assez proche du précédent. Vous avez l'appel est également en continu et pour le coup il est ouvert toute l'année. Il n'y a pas de session d'évaluation parce qu'en fait ça dépend de l'évaluation du projet européen. C'est-à-dire que quand vous obtenez les résultats de votre projet européen, ce qu'on vous demande, c'est que dans les 15 jours, vous déposiez un projet sur le programme SRSEI. Donc, c'est très court. C'est un document scientifique de 4 pages avec une lettre d'engagement à continuer effectivement ce processus d'évaluation au niveau européen. Votre projet que vous avez déposé au niveau européen et le retour que vous a fait l'agence de financement. Et on s'engage à être très rapide pour pouvoir vous donner, pour vous évaluer, donner le financement pour que vous ayez ensuite le temps de déposer, de consolider votre projet, enfin de fignoler votre projet pour la seconde deadline de votre appel européen ou international. Donc c'est pour ça que c'est ouvert en continu, c'est parce qu'effectivement l'évaluation ANR vient s'insérer entre les deux étapes, entre la deuxième et la troisième étape de votre appel européen ou international. C'est pas vraiment une évaluation, c'est plus une éligibilité, on va dire. Oui. Quand c'est possible, on essaye de vous donner également des conseils, de vous inviter à la session au séminaire d'accompagnement précédent de MRSEI. Donc, si on regarde sur l'impact en fait de MRSEI sur effectivement les résultats, les taux de succès au niveau européen, vous avez dans ce tableau la partie en vert, c'est ce qui se passe à l'ANR, c'est-à-dire les budgets accordés en première colonne, les projets éligibles financés en deuxième et troisième colonne et les taux de succès. Et vous voyez sur ces taux de succès que le programme MRSEI ne se veut pas un frein, ne se veut pas un coup près. On essaye d'aider un maximum de projets qui sont susceptibles d'être financés au niveau européen. Ensuite, ces projets, donc, dans la partie bleue, sont déposés à l'Europe ou à l'international. Vous voyez qu'une partie d'entre eux, au total jusqu'à présent, on a eu 96 qui ont été financés, donc soit à l'Europe, soit à l'international, sur les 322 qui ont été déposés. Et vous avez les taux de réussite à prendre avec des pincettes, puisqu'il ne s'agit ici que de coordination française, et il s'agit également de taux qui correspondent à différents programmes. Et vous avez en dernière colonne l'aide qui a été reçue au niveau français. La répartition géographique pour les projets, ça c'est concerne le dépôt des projets MRSEI. Vous voyez la taille du disque correspond au nombre de projets déposés. Et ensuite, le code couleur, si l'intérieur du disque est vert, vous avez un bon taux de succès à MRSEI, et quand l'extérieur, le contour du disque est vert, c'est un
un taux de succès, en fait, c'est par rapport à la moyenne, notre moyenne nationale, c'est un taux de succès meilleur que la moyenne des projets. Et inversement, quand le disque est sur fond et disque est rouge, vous avez un taux de succès moins bon qu'au niveau national à MRSEI, et quand le contour, le périphérie est rouge, c'est au niveau européen que le pourcentage est moins bon qu'au niveau national. Quelques dates, quelques liens importants. Pour le programme Access ERC, vous avez, donc ce que je vous disais, la prochaine clôture sera en janvier 2025, et donc je vous ai mis le lien vers l'appel de l'an dernier. Pour Tremplin ERC, il y a un appel en cours. Vous avez en fait du coup un renvoi vers cet appel en cours, sachant que s'il concerne les tremplin starting. Pour le programme MRSEI, pareil, vous avez un lien vers l'appel en cours. Enfin non, pardon, il vient juste de se clôturer. Et donc les prochaines sessions d'évaluation seront soit en fin d'année, soit en tout début d'année 2025. Et le SRSEI, l'appel est en continu, vous avez un lien donc vers le programme, enfin l'appel en cours. Je vous remercie et je passe la main. Ah oui, des questions peut-être. On va passer aux questions. Donc voilà, il y avait des questions, surtout pour le moment, parce que sur notre chat, on a des questions surtout sur Access ERC. Il y avait des questions sur les dates de publication de la sinus démarrage. Les informations qu'on a, elles sont disponibles là sur la slide, donc oui. On ne va pas en dire plus maintenant. Ce que je vous conseille aussi pour Access ERC, c'est d'assister au webinaire qui est consacré aux questions-réponses sur les SHS, puisque comme c'est restreint au domaine SHS, vous aurez plus d'éléments, de détails, des questions plus précises, vous pouvez les poser aussi dans ce contexte-là. Une deuxième question, c'était « Bonjour, est-ce possible d'avoir la présentation de ce webinaire ?» Je pense que oui, ce sera mis en ligne, il n'y a pas de souci. L'institution, alors maintenant toujours sur Access ERC, l'institution accueillant l'Access ERC doit-elle être aussi celle qui accueillera l'ERC? Oui, tout à fait. Que se passe-t-il en cas de recrutement du candidat entre-temps? Alors quand vous parlez de recrutement, ça veut dire qu'il va obtenir son poste. Donc après, a priori, s'il est recruté dans le même laboratoire, il y a... Moi, deux cas. Recrutement du candidat entre-temps, on peut envisager deux cas. Premièrement, il est possible d'avoir l'ERC assez rapidement. Et donc là, évidemment, il faut négocier la fin de son contrat de l'Access ERC avec le début de Starting Grant ERC. Et en ce qui concerne le recrutement, évidemment, si le candidat est recruté ailleurs que dans l'établissement auquel il a obtenu le contrat Access ERC, là, il faudra qu'on voit, il faut négocier, là, je n'ai pas de réponse immédiate. Oui, ce sera à voir au cas par cas. C'est à voir au cas par cas. On souhaite à tout le monde, c'est plutôt des bonnes, en fait, c'est difficile à gérer, mais c'est plutôt des bonnes nouvelles quand on est recruté. Mais donc ça s'arrange au cas par cas, on ne va pas répondre de façon générique ici. Voilà. Alors, une autre question, donc deux autres questions, c'est une question concernant... pourquoi on a eu une baisse de sélection entre l'année 1 et l'année 2? Effectivement, le taux de sélection était plus élevé en année 1 qu'en année 2 pour l'Access ERC. On a eu une trentaine de candidats, de lauréats à l'ERC la première année et moitié, un peu plus de la moitié. Un peu plus que la moitié moins l'année suivante. Alors, la raison. Moi je vais en donner quand même quelques-unes. La raison, d'abord, premièrement, le comité de sélection, qui était globalement une partie, au moins était commune, puisque pour la deuxième année, il y a un renouvellement du comité, mais qui n'est pas complet, bien sûr. Le comité de la deuxième année a trouvé que les projets étaient un peu moins bons pour une partie des projets déposés, donc ça explique cela. Il y a une autre raison également, c'est de voir un petit peu la candidature au Starting Grant ERC sont des candidatures très exigeantes, et l'excellence est vraiment demandée à l'ERC. Et très clairement, raisonnablement, en ce qui concerne les lauréats français, enfin les lauréats en France en Starting Grant ERC, les estimations, c'est entre, on va dire, 6 à 10 lauréats Starting Grant ERC en SHS chaque année. Il est clair que si on recrute 33 étudiants, 33 candidats, 33 lauréats à Access ERC, ça veut dire que mécaniquement,
ce sera difficile qu'il y en ait plus d'un tiers qui obtiennent du succès avec Access ERC. Donc ça rentrait aussi dans une logique d'avoir à peu près 2 fois plus, environ 2 fois plus de lauréats à Access ERC que potentiellement de lauréats à l'ERC directement après. Donc voilà un petit peu l'analyse. On verra comment ça évolue avec le temps. Mais effectivement, si c'est pour candidater à l'ERC, il faut quand même avoir des chances raisonnables de pouvoir obtenir l'ERC derrière. Si on sature le système, je ne suis pas sûr que ce sera vraiment efficace. Il y avait d'autres questions? Non, pas d'autres questions dans le chat. C'était les seules questions qui correspondaient à Access ERC. Donc vous connaissez tous sur les autres appels. Donc on va passer à la présentation de Pierre-Olivier sur les appels spécifiques internationaux. Oui, bonjour à tout le monde. D'abord, quelques données globales sur tous les projets transnationaux financés, donc y compris ceux de l'appel à projet générique, pour donner quelques caractéristiques générales. Donc les appels internationaux, comme l'a dit Dominique, sont des opportunités de financement résultant d'un accord de coopération avec des financeurs étrangers ou internationaux. Donc par internationaux, on entend par exemple des organisations internationales de financement. Et ça recouvre donc le volet international de la APG qui n'est pas à proprement parler un appel à projet, mais une opportunité, mais là on va le traiter comme tel, et une trentaine d'appels à projets spécifiques par an, qu'ils soient ou multilatéraux. Les domaines scientifiques couverts par ces opportunités, eh bien, c'est tous les domaines scientifiques, donc y compris le cancer, ce qui est une différence avec le niveau national de l'agence, puisqu'il existe l'INCa, l'agence dédiée à la recherche sur le cancer, mais au niveau international, on le couvre aussi. Et le type de recherche auquel ces opportunités s'adressent, eh bien, ça va du fondamental, de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, avec des TRL qui vont de 0 à 5-6. Ça n'est pas une limite en fait formelle pour l'ANR. Notre règlement financier peut nous permettre occasionnellement d'aller plus loin, mais c'est ce qu'on fait en pratique jusqu'ici. Donc pour illustrer ensuite de quoi il s'agit en termes géographiques, enfin des projets que nous finançons à travers ces opportunités internationales. Ici, il y a un graphique qui représente les 10 principaux pays partenaires des projets cofinancés. Donc dans cet ensemble d'opportunités internationales. En vert, on voit les pays de l'Union européenne. En vert dégradé, le Royaume-Uni qui a fait partie de l'Union européenne pendant la plus grande partie de la période couverte qui va de 2006 à la création de l'agence à 2023. La Suisse en rose qui est un pays assimilable quasiment à un pays européen parce que rattaché à l'Union par une série de traités qui l'assimilent à un pays membre de l'espace économique européen, et ensuite 2 pays en bleu qui sont les premiers pays partenaires hors Union européenne. Donc ce qu'on voit, c'est que les projets que nous cofinançons le sont énormément avec des partenaires de l'Union européenne ou de l'espace européen étendu, ce qui reflète le poids des coopérations notamment européennes, de quelques accords aussi bilatéraux avec des partenaires comme l'Allemagne, des financeurs en Allemagne, et puis aussi la part de quelques appels extra-européens de long terme. Au-delà de ces poids lourds, hein, de ces pays qui collectent un maximum de projets financés, enfin qui engendrent un maximum de projets financés avec nous, voici la carte globale des financements depuis 2006. Donc on voit qu'elle est assez globalisée et que donc au-delà de grands leaders comme l'Allemagne, nous finançons des projets avec à peu près toutes les régions du monde, à l'exception de la péninsule arabique et de l'Asie centrale, dans des proportions plus ou moins grandes, mais cela reflète en fait là aussi le poids de certaines coopérations et surtout d'opportunités qui sont tout de même très variées dans la durée. Là, j'insiste sur un élément, c'est la carte des réussites. On a pu ouvrir parfois des appels, même occasionnellement avec des financeurs d'autres pays, sans que des projets soient financés. Donc ça, c'est la carte des projets sélectionnés. Et puis, il y a une partie des projets sélectionnés sur cette carte qui résulte de financeurs internationaux. Donc, par exemple, l'Agence suédoise de coopération pour le développement ou le Forum interaméricain pour la recherche sur le changement global, qui ont pu financer des pays, des équipes de recherche dans des pays avec lesquels nous ne traitions pas directement avec un financeur local. Mais ça, c'est très marginal. Donc à retenir, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités.
Et maintenant, je vais passer aux appels à projets spécifiques. Donc, dans un premier temps, c'est les spécifiques qui couvrent à la fois des projets, des appels bilatéraux et multilatéraux. C'est pour les besoins de la présentation que je vais en parler. Si vous avez des questions sur les bilatéraux spécifiques, vous pourrez les adresser à Honorata, qui est responsable de l'ensemble des actions bilatérales. Et puis, après mon intervention, Honorata vous présentera le volet PRCI, donc de l'appel à projet international, de l'appel à projet générique, pardon. Bon, cette machinette. Donc, ces appels internationaux, ils peuvent être de deux grands types. Donc, bilatéraux dans un premier temps, c'est la partie couverte par Honorata. Ici, les exemples confirmés en 2025. Il y en a 5 pour le moment. Je crois qu'Honorata, si se peut qu'il y en ait qui s'ajoutent, vous pourrez lui poser des questions sur cela si vous le souhaitez, avec là des nouveautés, en particulier pour cette année, des ouvertures d'accords avec de nouveaux pays. Et puis sinon, l'essentiel des appels spécifiques, ce sont des appels vraiment des opportunités multilatérales. Donc ici, une sélection représentative de différents types d'actions multilatérales couvrant différents champs, à peu près tous les champs disciplinaires de l'agence. Ces initiatives sont majoritairement européennes. Donc là, vous avez un petit drapeau européen qui est apparu et qui fait apparaître en contraste 3 initiatives qui ne sont pas celles du Belmont Forum, Aura, Open Research Area en sciences sociales, et CRCNS, un appel américain ouvert à des partenaires étrangers sur le domaine de la neurosciences computationnelle, auquel on participe, un appel auquel on participe depuis 2012. Mais donc, les appels multilatéraux spécifiques non européens sont la minorité, et la grande majorité se font dans le cadre des coopérations du programme cadre. Ces opportunités, enfin ces appels ou ces initiatives peuvent apparaître, disparaître, certaines se transforment aussi ou perdurent. Et là, les petites flèches rouges vous montrent les avatars, vont vous montrer, voilà, décidément, les avatars de quelques initiatives de long terme, donc Biodiversa, WaterJPI, ou l'initiative Maladies Rares, qui était connue sous le nom de JP Rare Diseases, sous le programme Horizon 2020. Et donc là, dans les nouveaux programmes Horizon Europe, vous avez les noms les nouveaux noms de ces initiatives, ou plutôt les nouveaux instruments à travers lesquels ils se sont concrétisés. Ce qui m'amène donc à faire un détour et un zoom sur l'importance des accords européens, des appels européens à l'ANR, des appels multilatéraux européens à l'ANR. L'ANR est effectivement très impliqué dans la construction de l'espace européen de la recherche. Ici, vous avez quelques éléments, je vais passer dessus, mais retenez que l'ANR a participé à 120 programmes européens, 121 contrats européens depuis sa création. Dans Horizon 2020, on a coordonné 13 Eranet Co-Funds, ce qui était, je crois, le record en Europe, avec toujours la même mission, assurer la représentation et l'intérêt des communautés de recherche françaises dans la perspective de leur financement. Surtout depuis 2021, maintenant, nous sommes entrés dans un nouveau programme cadre, donc Horizon Europe, avec un nouvel instrument principal, les partnerships, les European Partnerships, co-funded dans notre cas, vous allez le voir. La participation de l'ANR est actée à une quinzaine de ces partenariats européens du premier plan stratégique d'Horizon Europe. Le premier plan stratégique se déroulait de 2021 à 2024. Il y a une deuxième vague en préparation pour le deuxième programme stratégique, où 6 co-funded partnerships supplémentaires vont être créés avec la participation de l'ANR et être actifs à partir de 2026 et plus. Pourquoi insister sur ces partnerships? C'est parce qu'ils s'inscrivent dans une certaine durée. Ils donnent lieu à un appel par an en moyenne pendant 6 ans sur une thématique donnée. Donc ça donne de la visibilité à vos équipes ou à vous si vous êtes chercheur directement pour venir voir des appels qui pourraient vous concerner. Le premier appel de ce type a été lancé en 2021-2022 et puis on voit qu'on va passer à 12 en 2025, après 8 en 2024. Donc cet instrument monte en puissance, il va même atteindre là, son maximum dans les 2 années à venir, 2 ou 3 années à venir, avec un grand nombre d'appels ouverts. Il faut retenir aussi que bien que ces appels soient européens, ils sont ouverts sur les pays associés et tiers et donc ne sont pas restreints forcément aux pays de l'Union européenne, mais peuvent donner des opportunités plus larges que ça, notamment dans les pays associés. Par exemple, il y a la Nouvelle-Zélande maintenant qui va pouvoir participer à des appels du programme cadre en général et peut-être à certains de ces partnerships.
Ici, un tableau synthétique résumant l'engagement de l'ANR dans les partenariats européens. Donc, sur le graphique de droite, vous voyez en vert clair, ce sont les partenariats dans lesquels participe l'ANR, qui sont les partenariats dits co-funded, cofinancés. L'ANR va probablement participer au simple abondement de 3 partenariats institutionnalisés, Key Digital Technologies, qui sont Orange, High Performance Computing, et peut-être aussi Smart Networks and Services, qui n'apparaît pas ici, mais ça pourrait être le cas. Donc le cœur de l'investissement de l'ANR, ce sont les co-funded partnerships. L'ANR participe à quasiment la totalité de ces partnerships, représente la France seule ou avec d'autres financeurs dans la quasi-totalité de ces co-funded partnerships. Et il y a un petit logo ANR à côté de ceux dans lesquels nous sommes investis. À gauche sont décrits ceux qui sont actifs, sont listés ceux qui sont déjà actifs, ceux qui sont en cours de constitution aussi, qu'ils soient de la première ou de la seconde vague, du premier plan ou du deuxième plan stratégique. Et puis j'ai tout de même cité aussi à côté qu'en dehors de ces partnerships au sein du programme CAD se prépare l'ouverture d'appels qui ne relèvent pas de cet instrument-là, mais par exemple l'IP-SE dans le domaine de l'énergie soutenable, où la troisième tranche de l'initiative Pantera dédiée aux technologies quantiques vont faire l'objet d'appels soutenus par l'Union européenne sans faire partie sans rentrer dans le cadre de l'instrument Partnerships, mais vont compléter ce dispositif et sont aussi des initiatives, des opportunités auxquelles vous pouvez prêter attention. Comment le faire, on y reviendra plus tard, mais principalement en vous renseignant, en lisant le plan d'action de l'ANR et en consultant la frise ou le calendrier des appels selon la façon dont on l'appelle sur le site anr.fr. Une autre diapositive qui dit à peu près la même chose, mais en plus clair sur notre investissement dans le temps avec les partenariats actifs et ceux à venir en fonction des piliers. L'intérêt de cette diapositive-là que vous pourrez consulter plus tard, c'est qu'elle fait apparaître notamment dans le pilier 2, 2 partnerships qui vont être dédiés plus spécifiquement aux sciences humaines et sociales, ou largement aux sciences humaines et sociales, Resilient Cultural Heritage et Social Transformations, ce qui n'était pas le cas jusque-là puisqu'il y avait uniquement Transforming Health and Care Systems qui était ouvert largement aux sciences humaines et sociales. Donc il y a aussi une diversification des champs disciplinaires qui se préparent. En résumé, sur les appels spécifiques, c'est l'année dernière, donc en 2023, c'était 28 appels, dont 3 bilatéraux, 169 projets financés pour une aide moyenne ANR de 271 kg par projet. Et en termes de proportion des projets internationaux financés, vous voyez, c'est à peu près 50-50 entre l'instrument PRCI dans l'appel à projet générique que va présenter Honorata et ces opportunités spécifiques, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales, dont je viens de vous parler et qui sont ici. Maintenant, comment répondre à tout ça au-delà de ces considérations générales d'un point de vue pratique? Il est difficile en fait de décrire, de le décrire précisément parce que ces appels sont d'une diversité totale à la fois dans leurs attendus et leur fonctionnement. Ce qu'ils ont en commun, c'est de fonctionner sur le principe d'un appel commun qui est le résultat d'un compromis qu'on essaye de simplifier au maximum et qui est assorti de conditions de financement particulières à chaque financeur et en particulier à des conditions particulières de l'ANR que vous devez consulter pour répondre. Alors, comment vous renseigner et répondre à ces appels? Eh bien, il faut suivre l'actualité des appels de l'ANR de différentes manières. Sur le site de l'ANR, il y a des annonces, parfois des pré-annonces. C'est le cas, par exemple, pour la plupart des appels européens. Ils vont être pré-annoncés 2 à 3 mois avant, avec toutes les caractéristiques en termes d'attendus scientifiques, de composition de consortiums qui sont déjà prépubliés bien avant l'ouverture elle-même de l'appel. Ce qu'on appelle l'annonce, c'est l'ouverture elle-même de l'appel. Sur les pages des appels ouverts, puisque chaque appel spécifique a une page sur notre site. Vous pouvez également consulter les sites des initiatives quand ils existent. Donc celles qui existent dans le temps, comme les partnerships européens ou comme le Belmont Forum, ont un site dédié sur lequel ils peuvent d'abord mettre en avant la diversité de leurs actions, puisqu'ils ont aussi des actions de suivi, des actions d'animation scientifique, toute une diversité d'actions, et puis annoncer aussi relativement à l'avance leurs opportunités de financement. Enfin, sur les portails français, appelprojetrecherche.fr ou Fundit qui est dédié au SHS. Une fois que vous avez repéré un appel, eh bien, il faut le lire attentivement dans ses attendus scientifiques comme dans ses conditions d'éligibilité communes et ensuite consulter les conditions particulières et notamment les conditions
particulières de l'ANR qui sont publiées en annexe de chaque appel sur notre site. Donc sur la page d'un appel spécifique, vous allez toujours trouver au minimum, on va le voir ensuite, un texte d'appel commun et un document qui s'appelle modalité pour les déposants à l'ANR, dans lequel vous trouverez les conditions particulières de l'ANR. Vous pouvez également, en parallèle ou même au préalable, contacter les référents des appels. Il y a des interlocuteurs dédiés à chaque appel spécifique à l'ANR pour répondre à vos questions. En général, il s'agit d'un binôme chargé de projet scientifique, responsable scientifique. En plus, dans le cas des appels multilatéraux, il y a souvent une coordination ou un secrétariat central qui peut être l'ANR ou une autre agence qui va répondre aux questions sur le fonctionnement général de l'appel, les questions d'intérêt commun et le site de soumission central. Donc, vous pouvez vous adresser soit à l'ANR pour les questions qui concernent l'éligibilité à l'ANR, soit à la coordination pour les questions qui concernent l'éligibilité ou les attendus de l'appel au niveau central. J'essaie de passer sans succès à la slide suivante. Voilà. Au-delà de ce principe commun, la diversité est totale en fait dans le cadre de ces appels, que ce soit en termes d'attendus ou de modalités de fonctionnement. Donc en termes d'attendus, ceux-ci peuvent concerner les pays impliqués ou impliquer la composition du consortium, les thèmes. La totalité de ces appels spécifiques sont thématiques, à 2 exceptions près dans le domaine des sciences humaines et sociales qui sont Open Research Area et le franco-allemand. La couverture disciplinaire peut varier aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des demandes d'interdisciplinarité ou des limitations par rapport à un thème à des disciplines. Les chercheurs concernés peuvent également varier. Il y a des appels qui sont ouverts uniquement aux jeunes chercheurs, par exemple. Il peut y avoir des conditions, des attendus sur les Technological Readiness Level visés, donc le niveau de proximité à la mise sur le marché pour les appels technologiques. Également sur l'implication d'acteurs extra-académiques, la recherche clinique en biologie santé par exemple, ou ce qu'on appelle la recherche transdisciplinaire dans le cadre du Belmont Forum, qui consiste à impliquer dès la conception du projet des acteurs extra-académiques. Donc tout ceci, tous ces attendus sur le contenu du projet vont se traduire soit en critères d'éligibilité, soit en critères d'évaluation dans notre process à nous, en termes de composition du partenariat, etc. De là, une seule exigence universelle à tous ces appels spécifiques, qu'ils soient bilatéraux, multilatéraux, européens, non européens, ou quels que soient leurs attendus, c'est qu'il y ait une valeur ajoutée à la coopération internationale. Donc ça, c'est ce que nous attendons. Un projet qui peut être financé seulement par l'ANR ou seulement par un financeur national doit être déposé auprès d'un financeur national ou uniquement de l'ANR. Les projets qui sont attendus ici doivent avoir une valeur ajoutée à la coopération qui est cofinancée ici et à l'organisation de cette opportunité transnationale. En termes de modalités de fonctionnement, là aussi difficile de généraliser, il faut vraiment consulter les appels, les calendriers qui sont très variables. Il y a des appels spécifiques qui sont ouverts toute l'année. Les modalités de dépôt varient également énormément. Ça peut être un dépôt unique ou non, c'est-à-dire uniquement auprès d'un point central ou auprès de différents évaluateurs, différentes agences ou plateformes, une ou 2 étapes de dépôt et d'évaluation, les formats peuvent varier, etc. Tout ça, il faut consulter les détails des appels. Les modalités d'évaluation sont aussi totalement variables. Il y a parfois des experts extérieurs, parfois non, un droit de réponse ou non. Les projets peuvent aussi être en compétition avec des projets nationaux ou non. Les modalités de suivi également peuvent changer et les exigences administratives varient également. Par exemple, un point important est que l'accord de consortium est parfois exigé de tous les projets dans certains appels. Parfois, ce sont les conditions standards des financeurs comme celle de l'ANR, par exemple, qui s'appliquent, et donc l'accord de consortium n'est exigé du point de vue du projet que dans certains cas. Il est à noter enfin que l'ANR n'est pas toujours le seul financeur français dans le tour de table. Il peut y avoir l'ADEME, par exemple, régulièrement avec nous, ou des régions françaises. Et d'autres règles peuvent s'adresser aux équipes françaises ou peuvent s'ajouter. Elles sont dans ce cas-là à consulter auprès de ce financeur. En termes extrêmement pratiques, maintenant, un tour d'horizon simplement sur notre site de comment se traduisent ces recommandations que je viens de vous donner ou ces indications que je viens de vous donner. Il faut donc aller sur le site de l'ANR, sur la page des appels à projets, cliquer sur le lien appel à projet comme c'est fait ici. Et voilà, cliquez sur appel à projet, ce qui va vous permettre ou
oh là là, là ça a trop défilé, de filtrer aussi éventuellement par exemple des préannonces et des appels internationaux, donc à l'aide des deux cases qui sont ici. Et de consulter la page d'un appel à projet international. Donc ici un exemple dans le domaine des humanités, le réseau HERA, un appel qui datait de 2023. Je l'ai dit à plusieurs reprises, tous les appels spécifiques, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, ont une page dédiée. Donc là, c'est la page de cet appel HERA lorsqu'il était ouvert. Vous avez un petit résumé de l'appel, mais surtout plus bas sur la page, vous allez avoir les deux documents dont je vous ai parlé, à minima, le texte de l'appel à projet commun et l'annexe pour les participants français, ou le document modalité, la plupart du temps il s'appelle modalité, en plus des dates d'ouverture et de clôture. Donc il faut bien consulter ces deux textes, en particulier l'annexe pour les participants français. Elles ont toutes le même format, quels que soient les appels. Donc ici, c'est la page de garde en fait de ce type de document. Mais surtout, elles ont des sections qui varient et dans lesquelles sont précisées pour chaque appel les conditions applicables. Et donc, par exemple, ici dans le point 3, les critères d'éligibilité propres à l'ANR, où vous pouvez vous renseigner sur ce qu'il y a à faire. Par exemple, un dépôt, comme c'est le cas ici sur le site de l'ANR, un dépôt en double, qui apparaît qui est requis dans certains cas. Et voilà, enfin, pour plus de détails, vous pouvez consulter les liens qui sont indiqués ici, le plan d'action et le site de l'agence pour consulter les opportunités de financement. Regardez les webinaires des départements scientifiques ANR Tour, des rencontres de l'ANR, pardon, désormais, des départements scientifiques et les webinaires dédiés à l'international au fil de l'eau. Vous abonnez à la newsletter, au Twitter de l'agence ou à son LinkedIn, où ces opportunités sont également publiées ou relayées. Quelques commentaires supplémentaires. La newsletter est essentielle puisqu'en fait, un bon nombre, là on a présenté les grandes lignes de ces appels, on n'a pas nécessairement toutes les thématiques pour l'année qui vient. Donc être abonné à la newsletter, c'est une certitude d'être informé de la sortie des appels, d'anticiper la présence des appels. Absolument, oui. Il y a deux questions qui ont été posées pour le moment. Une question, c'est dans les attendus, je sais pas, on peut peut-être remonter un peu. Là, je vais essayer de remonter un peu. J'aurais dû poser la question quand c'est passé. Voilà. Voilà. Sur les attendus, donc, il y avait le pays, le thème, couverture disciplinaire, chercheurs conseillers. Il y a une question, c'est est-ce que les projets sont toujours liés à des projets de recherche ou est-ce qu'un objet de mobilité, simplement de chercheurs, est possible dans ces appels multilatéraux ou bilatéraux? Alors, dans le cas de multilatéral, oui, pas vraiment, on n'appelle pas vraiment ça de la mobilité. Par contre, il y a des appels à réseau, à projet de réseau ou à groupe de travail. C'est une part marginale de ces appels. On le fait toujours dans le cadre d'une initiative plus large où il y a aussi des appels à projets de recherche. Mais par exemple, oui, dans des initiatives européennes comme par le passé JPND, donc dédié aux neurosciences, ou également Neurone, faisait chaque année un appel à projet de recherche et un appel à groupe de travail ou réseau qui vise à des livrables différents, c'est-à-dire parfois de la synthèse scientifique, de la prospective, de la réflexion sur des standards ou des outils de la recherche. Alors, ce n'est pas véritablement de la mobilité, ce qu'on appelle de la mobilité dans le système, mais ce ne sont pas des projets de recherche non plus à proprement parler, ce sont plutôt ce qu'on appelle des réseaux. Et ça, effectivement, il y a quelques appels de ce type-là. Parfois, ça va aussi être le prélude à un véritable appel à projet de recherche. Ça a été le cas du Belmont Forum, qui a ouvert un appel à réseau dans un premier temps, il y a 2 ans, il me semble, qui va ensuite donner lieu, être suivi par, sur le même thème, un appel à projet de recherche. Donc, les deux peuvent agir en séquence. C'est le cas parfois. Dans ce cas-là, c'est précisé dans les attendus qu'il ne s'agit pas de projet de recherche scientifique à proprement parler. Bon. Oui, donc on n'a pas d'appel spécifique à l'ANR en général, d'ailleurs dans le plan d'action, uniquement dédié à la mobilité. Non, par ailleurs, d'une manière plus générale, non. Ça n'a pas. Par contre, rien n'empêche dans un projet de recherche
d'avoir prévu des financements de salaire pour pouvoir promouvoir une mobilité de quelques mois. Mais c'est dans les dépenses éligibles, mais ce n'est pas un projet basé sur un appel. Tu fais bien de le préciser aussi, oui, effectivement. Par exemple, vous parliez dans les questions, on parlait de Marie Curie Co-Fund, on n'a pas l'équivalent dans l'agence. Par ailleurs, il y aura encore une question. Par ailleurs, dans notre approche à l'ANR, on le voit bien à travers MRSEI qu'on a vu dans la première partie et CRSEI, un des objectifs, c'est que les lauréats de ces appels, l'objectif, c'est qu'ils candidatent ensuite à des appels, par exemple du pilier 2 européen, de façon à pouvoir bénéficier de financements réellement européens. Là, il faut bien voir que dans ce qu'on présente ici, les équipes françaises sont en grande partie financées par l'ANR, essentiellement, ou en grande partie financées à l'ANR. Il faut donc voir que tous les appels dont on vous parle, d'ailleurs, que ce soit au niveau national ou au niveau des appels nationaux comme les appels internationaux, on souhaite que ce soit aussi une mise le pied à l'étrier pour pouvoir candidater à d'autres types d'appels d'Horizon Europe, par exemple, et pas se limiter au partnership. Donc, c'est vraiment garder ça en backup, en background. C'est vraiment important, c'est vraiment un objectif, et ça va être de plus en plus important dans les années qui viennent. On veut que les chercheurs français aillent plus fréquemment dans les projets européens classiques. Deuxième question, voilà, donc ça c'était bon. Y a-t-il des partenariats identifiés avec une dimension SHS? Tu as répondu, mais je crois que c'est bien de les mentionner une deuxième fois. Oui, je peux les mentionner. Donc, il y a Transforming Health and Care Systems, donc aussi connu sous l'acronyme THCS. Et puis, celui-là existe déjà. Il en est à son 3e appel, je crois, sur les domaines de les systèmes de santé. Et puis, il va y avoir un partenariat dédié au patrimoine culturel, donc la suite de la JPI patrimoine culturel, donc qui s'appellera Resilient Cultural Heritage, et également un partenariat qui va s'appeler Social Transformations, qui va être dans la lignée de ce que faisait le réseau North Face, notamment, si vous le connaissiez en sciences sociales, et donc largement dédié aux sciences sociales, sans pour le moment de focus plus précis que cela, mais c'est en construction. Et il devrait être actif à partir de 2026-2027, ces deux-là. Et l'ANR, va participer aux deux, si ça se concrétise. Bien, je n'ai pas d'autres questions qui sont parvenues sur le chat. Et si vous êtes toujours bien motivé et bien présent, on va passer à l'instrument PRCI, Projet de recherche collaborative internationale, de l'appel à projet générique. Il y a eu beaucoup de définitions qui sont aussi valables, notamment la définition du projet transfrontalier, transnational. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut derrière, pour l'ANR, qu'il y ait eu une signature d'accord entre l'ANR et un pays. Pourquoi je parle de pays et pas d'agence? Puisque parfois nous signons des accords avec des ministères ou un fonds, donc tout organisme qui finance des projets de recherche. Bien entendu, les standards d'évaluation doivent être équivalents, on le vérifie avant. Les thèmes scientifiques d'intérêt commun qui sont aussi définis, et là c'est la présentation de Dominique, qui sont en lien des priorités de l'État. Donc l'ANR ne définit pas cette programmation internationale, on le définit avec notre tutelle. Et donc les projets internationaux dans le cadre d'un accord bilatéral qui doit s'inscrire dans l'appel à projet générique, sont déposés, évalués et comparés au projet d'un appel national. Donc pour nous, c'est l'appel à projet générique, et je vais utiliser l'acronyme que vous voyez à droite, AAPG. Chaque pays partenaire finance ses équipes. Donc il est important de voir que les collaborations bilatérales PRCI font partie intégrante de l'AAPG. Il ne s'agit pas d'une multitude de micro-appels à projets. Pourquoi? Pierre-Olivier a déjà présenté les appels bilatéraux spécifiques. Un appel à projet bilatéral spécifique, il a son propre calendrier, il vit sa propre vie avec ses propres modalités, et l'évaluation se fait uniquement
des projets qui ont été déposés dans ce cadre. Ici, puisqu'un projet international va être déposé, évalué, comparé aux autres projets de l'appel national, la compétition est tout autre. Et c'est vraiment important de le comprendre. Quelles sont les quelques généralités sur cet instrument? Donc, principe et objectif. Pourquoi l'ANR vous propose cet instrument et à l'intérieur de l'appel à projet générique? Pour permettre aux chercheurs français d'initier ou approfondir les collaborations avec des chercheurs internationaux. Important, initier ou approfondir. Donc, on ne va pas regarder est-ce que c'est un plus puisque la coopération que vous avez lors du dépôt, elle est déjà existante. On veut vraiment que ce soit un instrument qui permet de commencer, de démarrer des choses aussi bien qu'approfondir celles qui existent. On veut faire émerger des équipes d'excellence européennes et internationales et financer des projets qui se démarquent de ce qu'on fait déjà en cours ou des projets nationaux en cours ou en cours de dépôt ou simplement qui sont en cours de financement. Et c'est ce que Pierre-Olivier a appelé la plus-value de la collaboration internationale qui est très importante. Donc, les attentes. Qu'allons-nous attendre d'un projet bilatéral PRCI? Donc, une forte synergie entre les équipes de chaque pays, une réelle intégration des travaux communs, et on demande une implication des coordinateurs scientifiques dans chacun des pays. C'est une coordination à deux têtes. Donc, on vous demande à chaque fois un coordinateur pour les équipes françaises et étrangères. Et une complémentarité des contributions, à la fois scientifiques et financières, c'est très important. Pour la complémentarité financière, on va prendre en compte le contexte économique et il ne s'agit pas de prendre le coût le plus élevé des partenaires et le partager en deux. On veut vraiment que vous ayez l'idée des finances et des coûts qui sont pratiqués à la fois en France et chez vos partenaires. Donc, il ne s'agit pas vraiment de un projet complémentaire, ce n'est pas un projet qui demande exactement le même montant de part et d'autre. La sélection, elle se fait par pays. En revanche, dans les modalités de dépôt, varient selon la modalité d'évaluation qui va être choisie. Et donc, nous en avons 3. Les projets pour lesquels l'ANR sera lead agency, les projets pour lesquels une agence partenaire exercera ce rôle, et tout le reste, c'est-à-dire hors processus lead agency. Et vous allez voir tout au long de la présentation que cela nous complique parfois les choses. Donc, la lead agency, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de collaboration transfrontalière où une agence de financement de la recherche est chargée d'évaluer dans un processus d'évaluation par les pairs une proposition de recherche multilatérale. On l'utilise ici dans le cadre bilatéral, mais ce n'est pas exclusif, pour le compte d'une agence partenaire. Donc là, il faut un projet commun qui est évalué par le pair, qui est comparé avec des projets nationaux. Il est financé s'il y a un consensus. Et l'agence partenaire, elle a un droit de regard dans tout au long du processus. Concrètement, comment ça se présente à l'ANR? Lorsque l'ANR exerce ce rôle, vous avez un projet qui va être déposé à l'ANR. Donc, quel est le calendrier? Il faut observer le calendrier de la APG. Ça veut dire qu'il y a un enregistrement obligatoire. C'est très important, sous peine d'inéligibilité. C'est le coordinateur qui va choisir l'axe scientifique auquel correspond un comité d'évaluation scientifique. Ensuite, après l'enregistrement, s'il est réussi, si toutes les conditions d'éligibilité ont été observées, rien ne se passe. Il faut attendre l'étape 2 de l'appel à projet générique, c'est-à-dire les résultats de la première étape pour les autres instruments, où les coordinateurs des projets PRCI sont informés de l'ouverture de dépôt des projets complets, détaillés. Donc, la trame, elle est disponible, c'est celle pour tous les autres projets en début d'étape 2. En termes d'éligibilité, l'ANR, elle va vérifier l'éligibilité selon les critères de la APG. C'est très important de les vérifier. Comme j'ai insisté au début, ce ne sont pas des micros appels à projets.
C'est pour ça qu'il faut regarder à l'intérieur de l'appel à projet générique, du texte, de son guide, donc tous les textes de référence. L'ANR va réaliser l'évaluation, elle va comparer les projets PRCI avec les autres projets de l'APG, et c'est l'ANR qui va suggérer la liste des projets à soutenir à son homologue. Côté agence partenaire, comment ça se passe? La plupart du temps, l'agence partenaire demande la copie du dossier de l'ANR. Donc pour plus de facilité, elle va définir une date et vous demander le même dossier. Bien entendu, il y a les critères d'éligibilité propres qu'il faut observer. Et l'agence partenaire va valider, une fois le processus terminé, la liste que les comités de l'ANR ont proposé. Un projet ne peut être financé si consensus. Ce n'est pas, si je peux me permettre l'expression, de signer un chèque en blanc. En revanche, le ranking proposé par l'ANR doit être respecté et si la liste n'est pas validée, cette invalidation doit être motivée. Quelle est la liste des collaborations 2025? Vous avez le détail bien sûr dans les documents, mais rapidement, je vais essayer de vous les faire défiler. En Europe, vous avez l'Allemagne, vous avez l'Autriche, vous avez le Luxembourg et vous avez également la Suisse. À chaque fois, ce sont tous les champs disciplinaires qui sont financés par l'ANR et l'agence partenaire, excepté pour l'Allemagne, puisque les sciences humaines et sociales font objet d'un appel à projet bilatéral spécifique qui a été vu dans les planches de Pierre Olivier, qui est le FRAL, son acronyme, le franco-allemand en sciences humaines et sociales. Hors Europe, vous avez le Brésil, 2 agences. FAPESP, c'est l'agence de l'État de São Paulo, et FACP, l'agence de l'État de Pernambouc. Une nouveauté. À partir de 2025, l'ANR exercera le rôle de lead agency pour le compte de cette agence. Les thèmes choisis sont les suivants. Vous avez la correspondance entre les axes et les comités d'évaluation dans le guide de l'APG. À la fin, il y a un tableau de correspondance, donc vous pouvez voir exactement quel thème correspond à quel axe et après à quel comité. Nous avons une coopération avec le Canada. L'an dernier, le Canada et le CRSNG étaient l'agence lead pour le thème des technologies quantiques. Cette année, nous mettons en place la coopération d'intelligence artificielle avec l'ANR en tant qu'agence lead. Canada, le versant Québec, où un seul thème, société, territoire en transition. Les États-Unis avec la NSF, où nous avons différentes coopérations, une en neurosciences, en technologie quantique et en sciences du numérique, mathématiques et leur interaction. La planche inversée, c'est-à-dire l'agence étrangère va exercer le rôle de l'agence lead pour le compte de l'ANR. Donc vous voyez que le projet est déposé et évalué par les pairs auprès de l'agence étrangère, ici dans l'exemple la DFG. Et c'est cette agence qui va suggérer à la fin les projets à financer et c'est l'ANR qui valide, bien sûr, si consensus. C'est exactement les mêmes obligations. Donc, comment ça se passe côté calendrier? Il y a le calendrier côté, il est propre à l'agence. Pour l'ANR, afin d'avoir la copie de ce qui a été déposé auprès de l'agence étrangère, on vous demande au lendemain du dépôt à l'agence étrangère. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Le lendemain, 17h, bien sûr, il s'agit de jours ouvrables, vous devez déposer la copie de documents scientifiques et on va vous demander tout un tas d'informations administratives et financières. Une question, c'est quand c'est l'inverse, quand c'est nous qui sommes lead, qu'est-ce qu'il doit faire auprès de l'agence étrangère? C'est à voir avec l'agence étrangère. Voilà. Et la plupart du temps, c'est également une copie définie selon un calendrier propre. D'accord ? Et donc, le cas échéant, une trame est proposée, puisqu'on se base vraiment sur les modalités de l'agence étrangère. L'éligibilité est faite des deux côtés, donc par l'agence partenaire, mais aussi par l'ANR, et toujours selon les critères de l'APG. Donc, même si le calendrier n'est pas celui de l'APG, vous ne faites pas d'enregistrement, l'ANR va vérifier l'éligibilité.
L'évaluation sera faite selon les critères et les modalités annoncées dans l'appel ouvert aux coopérations françaises. Donc, il faut consulter l'ensemble de la documentation. Et à la fin, nous en aurons parlé, nous validons ensemble la liste des projets à soutenir. Et cette année, une seule agence, les États-Unis, l'ANSF, chimie moléculaire. L'an dernier, c'est l'ANR qui exerçait ce rôle. Et étant donné que nous avons signé un accord où le lead agency est alterné, donc en 2025, c'est l'ANSF qui va évaluer les projets. Le calendrier sera très décalé. L'annexe n'est pas encore en ligne pour que vous puissiez voir le détail. En revanche, l'ouverture n'est pas avant le printemps. Mais étant donné que c'est une coopération de l'appel à projet générique, les critères d'éligibilité sont obligatoires, donc vous devez les vérifier. Ce n'est pas parce que le calendrier est décalé que vous pouvez, par exemple, déposer un PRC. En mois de février, vous apprenez que vous n'avez pas réussi et vous recommencez en mars ou en avril en chimie. Ce n'est pas possible puisque c'est toujours un seul et même appel. Et on va passer à la dernière, troisième catégorie. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes en évaluation parallèle? Ça veut dire hors lead agency. Donc vous avez le même projet, on vous demande de faire un même projet, qui sera évalué par les pairs, mais des deux côtés, comparé avec les projets nationaux la plupart du temps des deux côtés, selon les modalités propres et financé si consensus. C'est le cas le plus complexe pour les déposants, puisque vous devez, côté ANR, observer le calendrier de l'APG, avec un enregistrement obligatoire, avec un dépôt de la proposition de projet détaillé. Donc, vous suivez vraiment le calendrier et les obligations de l'APG. Et côté agence partenaire, il y a un calendrier propre à l'agence, il est différent de la APG et c'est à vous de vous renseigner puisque un projet déposé auprès d'une seule agence est frappé d'inéligibilité. Donc, c'est extrêmement important. Et à la fin, nous croisons nos résultats, c'est-à-dire l'ANR va envoyer les résultats de l'évaluation, l'agence étrangère également, et les projets qui ont obtenu le plus haut score des deux côtés sont financés à la fin. Et la liste des collaborations 2025, Hong Kong, Taïwan, et tous les champs disciplinaires, excepté l'axe dédié à la sécurité. Et il est très important, Singapour, c'est une collaboration bisannuelle. Prochaine édition, elle est en 2026. Donc, il n'y a pas d'édition en 2025. On en avait une en 2024 et on fait une pause. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment se passe l'évaluation lorsque c'est l'ANR qui évalue. Donc, ça veut dire nous exerçons le lead agency ou nous sommes dans un processus hors lead agency et le projet suit la trajectoire de l'appel à projet générique. Donc, le projet, il est évalué dans le comité correspondant à l'axe scientifique choisi lors de l'enregistrement. Les mêmes critères d'évaluation sont utilisés avec deux sous-critères spécifiques qui sont la capacité du projet à répondre aux enjeux de recherche de l'axe scientifique au sein du critère 1 et la stratégie de diffusion et de valorisation des résultats, la promotion de la culture scientifique, technique et industrielle et la valeur ajoutée de la coopération européenne ou internationale, apport à la communauté scientifique française, comme l'a dit Pierre-Olivier, valeur universelle, ça vous ne pouvez pas y échapper, c'est un critère d'évaluation. Et ce critère, c'est un sous-critère du critère 3, impact et retombée du projet. Maintenant, la sélection. On va faire, je vais vous expliquer la sélection, elle est en 3 étapes. Donc, première étape, c'est les comités d'évaluation scientifique. C'est le comité qui a été choisi par le déposant sur notre plateforme qui s'appelle IRIS. Ce comité va évaluer les projets et il va faire un interclassement des PRCI et des PRC pour les comparer. Donc ça, vous voyez, par axe scientifique. Ensuite, nous faisons des comités de pilotage qui nous donnent des listes des meilleurs projets PRCI
Et ce sont des comités de pilotage par secteur disciplinaire. Nous avons 5 à l'ANR et nous organisons 5 comités de pilotage. Ensuite, nous avons une troisième étape qui est le comité de direction scientifique qui établit 2 listes de projets PRCI qui sont recommended for funding ou not recommended for funding. Et ici, essentiellement, ce sont des arbitrages budgétaires, il s'agit de mettre en place des priorités de l'État, l'évaluation scientifique et le classement scientifique étant assuré auparavant dans les 2 étapes précédentes. Et la publication des résultats, en revanche, elle se fait donc par pays, selon des calendriers propres. D'ailleurs, nous n'avons toujours pas fini l'année 2024. C'est indépendant, nous négocions avec toutes les agences, une par une. Il est impossible de vous donner un calendrier détaillé. C'est pour ça qu'on vous donne dans la section des annexes, à la section calendrier, on vous dit pas plus tôt que octobre. Juste une petite définition, voilà, que veulent dire les acronymes. Nous arrivons à la fin, je vous donne des chiffres clés. Étant donné que nous sommes face à un instrument de l'appel à projet générique, ici vous voyez le financement par année avec le nombre de projets au-dessus. Donc une augmentation significative à partir de 2020 et vous voyez que nous avons en 9 ans, doublé le financement alloué. Les taux de succès sont similaires aux taux de succès de l'appel à projet générique de l'instrument PRC que Dominique a affiché au début. Donc en 2023, nous étions dans les 24% de taux de succès, toutes coopérations confondues. Et à la dernière page, vous avez tous les documents de référence que je vous invite à lire attentivement puisque c'est ces documents-là qui vont vous permettre de déposer un projet éligible et qui va aller du début jusqu'à la fin tranquillement. En ce qui concerne les annexes par pays, parce que j'anticipe peut-être des questions qui peuvent arriver, elles sont en cours de mise en ligne. Il y a certaines, idem comme avec les résultats, ce sont des documents que nous discutons, que nous faisons valider à nos homologues et ces annexes apparaissent au fur et à mesure. Milieu semaine prochaine, vous allez les avoir toutes en ligne. Et maintenant, place aux questions s'il y en a. Mais peut-être tout a été clair. Oui, il y a plein de questions. Ah non. Tant mieux. Premièrement, quel est le taux de succès des projets PRCI? Je pense que c'était en comparaison avec les autres. Voilà, donc c'est le taux de succès de l'instrument PRCI, donc PRC, donc 24%, 22% l'an dernier, il y a 2 ans. Donc c'est vraiment le taux semblable à celui des autres instruments. De l'APJ. De l'APJ. Alors, pour un PRCI où l'ANR est lead agency, il faut enregistrer son projet à l'étape 1, mais faut-il aussi déposer un pré-projet à cette étape? Non, c'est un enregistrement simplement. Il n'y a pas de dépôt de pré-proposition et vous n'êtes pas évalué. L'enregistrement nous permet simplement d'effectuer un contrôle d'éligibilité et d'anticiper l'évaluation à l'étape 2, puisque si nous ne vous demandons pas un enregistrement, nous sommes incapables de savoir combien de projets vont arriver en évaluation à l'étape 2. Donc c'est une étape obligatoire uniquement pour l'ANR et c'est un formulaire en ligne, simple et accessible. Que signifient les projets PRCI sont comparés avec les projets déposés au niveau national? Ça veut dire que vous choisissez un comité d'évaluation, admettons 30 physiques, et à l'intérieur de ce projet, de ce comité, vous allez avoir les projets de physique franco-allemand, franco-autrichien et ainsi de suite, plus des projets nationaux dans la même thématique. Donc la science, elle est évaluée
en comparaison avec tous ces autres projets-là. C'est la qualité du projet, la qualité du projet et l'intérêt du projet qui prime, voilà, et qui est comparé, puisque on vous demande de cette fameuse valeur ajoutée. Donc pourquoi ce projet PRCI devrait être financé au détriment d'un autre projet national dans le même domaine? Quel est le plus et pourquoi on devrait financer celui-là et pas un autre. D'où cette compétition de laquelle je vous parlais. Ce ne sont pas des micro-appels à projets. Lorsque vous avez un appel à projet, si je vous donne un exemple, il y a 60 projets déposés, c'est 60 projets en compétition entre eux. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Et l'objectif, c'est que ces projets internationaux ne soient pas ni moins bien, ni mieux traités que les projets nationaux qui sont de même type, projets de recherche collaborative. Tout à fait. Pour un PRCI, que se passe-t-il en cas d'évaluation très différente des projets du côté de chaque agence quand on a une évaluation double? Eh bien, simplement, le projet n'est pas retenu. Donc, si un projet reçoit une note excellente à ANR, mais il est mal noté côté étranger, il n'est pas pris en compte. Malheureusement, cela arrive tous les ans, mais c'est le jeu de cette modalité d'évaluation. On essaye de convaincre nos partenaires de choisir un mode de lead agency. Ce n'est pas toujours possible. Et aujourd'hui, je vous ai annoncé que Brésil, l'agence de Pernambouc, a décidé au bout de 10 ans de nous faire confiance et de nous confier l'évaluation. Nous avons encore 2 autres coopérations qui sont Hong Kong et Taïwan, qui sont sur le mode parallèle. Et malheureusement, le cas où un projet sera excellemment évalué par l'ANR et moins bien par ces 2 agences et inversement se présentera toujours. En revanche, si vous êtes financé dans le cadre de cette coopération, ça veut dire que c'est vraiment une pépite, puisque avoir réussi d'obtenir la même note des 2 côtés, c'est un défi pas des moindres. Je veux pas, mais il y a le cas inverse aussi existe. Tout à fait, le cas inverse existe. Oui, l'agence étrangère est très favorable et nous moins. Tout à fait. Pour un PRCI où l'ANR est lead agency, peut-on avoir plusieurs partenaires laboratoires français et un partenaire côté étranger? Alors, l'ANR fixe un minimum pour l'éligibilité. Ça veut dire qu'à minima, vous devez avoir un partenaire éligible français et un partenaire éligible étranger. Le reste vous appartient, puisque parmi les critères d'évaluation, c'est le consortium. Comment vous avez adapté votre consortium aux objectifs que vous fixez dans le projet. Donc, si vous estimez que plusieurs partenaires français avec un partenaire étranger donnent malgré tout un projet complémentaire et vous le démontrez dans le projet et vous arrivez à convaincre le comité d'évaluation, très bien. Quand même, peut-être un commentaire, c'est que ce qu'il faut quand même, c'est que dans un PRCI, en fait, on a 2 coordinateurs, tout à fait. Un du côté français et un du côté allemand. Enfin, côté étranger, oui. Pour les projets PRCI, est-ce qu'un budget montant total doit être soumis à l'enregistrement? Oui, toujours. Il faut qu'à l'enregistrement, on vous demande une idée de l'aide que vous allez demander à l'ANR et de l'aide que vous allez demander auprès de l'agence étrangère. Ces montants peuvent changer entre l'enregistrement et l'étape finale, mais à l'enregistrement, oui, vous devez déjà avoir une idée de quel est le montant que vous allez demander à l'ANR et l'agence étrangère. Une question qui appelle une réponse plus générale. N'est-il pas possible de faire un projet avec les États-Unis en dehors de la chimie ou des neurosciences, puisqu'on a vu tout à l'heure, c'était prévu? Très bien, vous pouvez faire un projet PRC avec les participants américains sur fonds propres. Mais si vous souhaitez le faire dans le cadre bilatéral et avoir le label projet de recherche collaborative internationale, il faut automatiquement que ça se passe dans le cadre d'un accord que nous avons signé. Et pour le moment, il y en a 4 qui sont les technologies quantiques, les neurosciences, mathématiques et leurs interactions et la chimie. Et de façon plus générale, si vous voulez faire un projet avec une équipe italienne qui ne fait pas partie on n'a pas d'accord avec une agence italienne ou le ministère italien au niveau bilatéral, eh bien la seule façon de faire, c'est un PRC avec l'équipe italienne, mais qui doit être financé par elle-même sur son propre, par son agence, etc.
Et dans les PRCI, vous pouvez aussi inclure tout type de partenaire. Si vous voulez faire un projet franco-allemand avec un partenaire coréen, pourquoi pas. Simplement, ce partenaire, il doit apporter ses propres fonds et être en mesure de l'expliquer. Vous devez l'expliquer comment, si jamais ce partenaire serait amené à quitter le projet, qu'est-ce qui se passerait. Donc, vous devez prouver que les fonds propres seront bien garantis et de quelle façon garantie et quelle est la source exacte et la provenance de ces financements propres. Existe-t-il un plafond de financement pour le partenaire français d'un projet PRCI? Il n'y a pas de plafond de financement. Vous avez un minimum qui est celui du règlement financier de l'ANR et qui est fixé à 15 000 €. Vous ne pouvez pas demander moins. Le reste vous appartient. Et encore une fois, un critère d'évaluation sur l'adéquation des moyens que vous demandez aux objectifs de projet. Donc, si vous demandez un projet très ambitieux et vous êtes en mesure de le justifier et vous arrivez à convaincre le comité d'évaluation, vous serez soutenu. Je vous conseille également pour ce type de questions de voir les webinaires organisés par les départements scientifiques. Pour chaque comité scientifique, il y a quelques éléments de montant de projets demandés ou financés. Donc ça vous donne une idée des budgets, des fourchettes, parce qu'évidemment, comme l'a dit Honorata, ça va dépendre du format du projet. S'il y a 3 équipes, s'il y en a 5, c'est pas pareil. Et puis ça vous donne une idée. Ça vous donne qu'une idée. C'est en tout cas chaque projet a évidemment un budget spécifique, et donc il n'y a pas de chiffres clés. C'est sûr que ce n'est pas l'ANR qui va vous limiter, qui va dire un projet à 450 kg n'est pas recevable. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a certaines coopérations qui demandent une limitation. C'est le cas de la coopération avec Hong Kong, c'est le cas de la coopération avec le Canada, où on vous conseille un budget, mais si derrière vous choisissez d'aller au-delà, ce ne sont pas des critères de sélection ou de recevabilité, ce sont des recommandations budgétaires. Pour certaines régions, par exemple Hong Kong, faut-il un avis FSD avant de soumettre un projet? Alors, c'est une exigence pour tous les projets, c'est-à-dire que tous les projets qui coopèrent avec des partenaires hors Europe doivent être soumis à un avis de FSD. Regardez les textes de référence, c'est clairement expliqué. Et faites attention, hors Europe, mais même dans certains cas, sur des sujets sensibles, c'est quand même une question qu'il faut se poser, y compris avec certains pays européens. On a déjà eu des soucis avec des questionnements, en tout cas, avec le haut fonctionnaire sécurité-défense. Et c'est vrai qu'il est préférable d'avoir un avis du FSD avant de déposer un projet. C'est plus facile à gérer en amont qu'en aval. Et dans certains cas, ça peut s'arranger. Il y a des clauses, sa façon de présenter les choses, de s'engager à un certain nombre de choses. Il peut y avoir des recommandations. Donc, je vous conseille vraiment de le faire. De la même façon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais de la même façon, qu'à chaque fois que vous avez un projet avec une entreprise, il faut se poser la question parce que normalement, vous pouvez avoir des entreprises françaises, mais sans que vous le sachiez, et ce n'est pas si facile que ça à savoir. Dans certains cas, les propriétaires sont étrangers, et ça, c'est que vous ne pouvez pas nécessairement le savoir. Ça peut être des filiales en France, ça peut être des boîtes qui sont simplement, dont l'actionnariat est complètement à l'étranger. Et donc dans tous les cas, il faut quand même se poser la question. C'est vrai qu'il y a une attention qui est vraiment importante à poser là-dessus. Il n'y a pas d'autres questions à ma connaissance. Je pense Vous avez toujours les boîtes génériques qui, derrière, il y a des collègues réactifs, compétents, qui peuvent répondre à toutes vos questions liées à la fois tout ce qui concerne le montage des projets, tout ce qui concerne les difficultés informatiques ou financières. Donc, n'hésitez pas à solliciter ces adresses génériques pour poser vos questions et vous allez obtenir une réponse rapidement. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On va vous remercier pour votre attention et on va vous souhaiter une bonne fin d'après-midi
Voilà, je pense que moi je vous dis au revoir. Vous pouvez. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.